Cette semaine, dans mes bricolos, on parle de Nothing Phone, qui nous avoue ses échecs, ce qui est plutôt rare, donc je trouve ça intéressant, on va en discuter. Et on parle aussi de Lego, qui fait une croix sur le recyclage. Enfin, oui, j'exagère un peu, mais vous allez comprendre pourquoi, mais ce qui est plutôt surprenant. Ce qui est plutôt surprenant dans l'époque à laquelle on vit, là où on a tellement de problématiques environnementales, que c'est intéressant qu'à Lego arrive avec un communiqué de presse en nous disant c'est fini pour nous le recyclage. Allez, on en parle tout de suite dans mes bricolos. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 9 de la saison 4. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les copains? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine, j'espère que tout se passe bien pour vous, que tout se passe tranquillement. Dans ce monde très compliqué, que vous ayez un petit moment tranquille. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire avec ces épisodes de mes bricolos. Alors, vous le savez maintenant, c'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h GMT, je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Et dans ces épisodes de mes bricolos, justement, on essaye de prendre le temps, tranquillement, pour commenter, regarder, analyser les dernières actualités du design. Et il s'est passé donc beaucoup de choses. J'enregistre cet épisode vraiment à la dernière minute parce que j'étais en déplacement dernièrement, Casa, Rabat, etc. Et c'est pas plus mal parce qu'il y a eu un événement qui s'est passé dernièrement. Bon, c'est une vidéo YouTube qui a été publiée, mais elle a été publiée hier et elle me donne l'occasion de parler de justement Nothing, qui est cette marque de téléphone mobile, alors de wearable, nouvelle technologie, c'est une marque de technologie mobile, d'accord? Parce qu'ils font, alors ils sont connus, l'élément, la pièce maîtresse, je veux dire l'élément central de la marque, c'est le Nothing Phone 2, puisqu'il y a eu une première génération, ça c'est la deuxième génération, c'est ce que vous voyez sur l'écran, mais ils ont aussi sorti des écouteurs, ils ont sorti plusieurs objets, produits qui tournent autour, qui gravitent autour du wearable, du téléphone mobile qu'on voit à l'écran. Alors on en avait déjà parlé dans ces épisodes de mes bricolos, c'était l'épisode numéro 50 de la saison 3, le dernier épisode de la saison 3, où justement c'était un direct et j'avais blablaté dessus pendant pas mal de temps parce que je trouve la marque très intéressante dans leur approche et dans leur langage esthétique. Parce que c'est une petite marque. Alors, je suis sûr, pour ceux qui regardent ces épisodes de mes bricolos, vous avez déjà vu ce téléphone-là, mais si on réfléchit bien, vous parlez de Nothing à n'importe qui, à vos parents par exemple, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent. Ils connaissent Samsung, ils connaissent Apple, ce genre de grandes marques, mais Nothing, ils ne connaissent pas. Et c'est plutôt une marque pour des passionnés, des avertis. Et c'est un très bon téléphone. Franchement, moi, ça me donne vraiment envie de l'avoir, mais j'en ai techniquement pas besoin, mais ne serait-ce que pour manipuler le produit, voir à quel point il est bien fait, parce que c'est les commentaires qui sont faits, c'est que c'est vraiment un produit très bien fait. Alors, techniquement, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de révolution, on n'est pas sur des écrans pliables, je parle de ça sur le plan technologique, etc. On est sur un téléphone quand même maintenant qui est plutôt... qui passe au niveau supérieur, c'est-à-dire il était entrée de gamme, maintenant il passe milieu de gamme, voire gamme supérieure. On n'est pas sur du très haut de gamme, mais on est juste en dessous, je veux dire, on est plutôt sur, si je dois le comparer, sur l'iPhone 15, mais pas l'iPhone 15 Pro, on est sur juste en dessous de l'iPhone 15. Mais l'idée, c'est d'avoir un beau produit avec technologiquement fiable, avec des bonnes optiques, avec un très bon UI interface, donc une interface du téléphone, une très bonne interface qu'ils ont revisitée, basée sur Google, c'est la plateforme Android, et leur langage esthétique avec une transparence et une signature lumineuse très particulière. Alors cette transparence est passionnante parce qu'elle est compliquée à mettre en œuvre, premièrement, et deuxièmement, c'est aussi un petit peu, j'allais dire, le positionnement, la vision de la marque, à savoir l'authenticité. Et dans cette logique d'authenticité, ce qui est génial avec cette marque, c'est qu'ils ont une chaîne YouTube. Donc je vous conseille de vous abonner. Moi, je viens de m'abonner et je suis abonné sur plusieurs comptes YouTube parce que j'en ai plusieurs, mais je me suis abonné sur ce compte-là. Et pourquoi je trouve que c'est intéressant de s'y abonner? Parce qu'en fait, on parle directement avec le créateur de cette marque, avec le fondateur de cette marque, avec les designers. Quand je dis on parle directement, c'est qu'ils utilisent YouTube, un peu comme je le fais, pour communiquer directement avec leur auditoire. Je ne sais pas comment on peut les passionnés de la marque. Et je trouve ça fascinant parce que c'est les seuls à le faire vraiment de cette façon-là. Et
toujours dans cette logique d'authenticité. Ils parlent de leurs produits, ils parlent de leur vision. Ils ont lancé le produit à travers cette chaîne YouTube, où ils ont expliqué comment ils ont fait pour développer ce téléphone, les difficultés qu'ils ont rencontrées. On voit le prototype, on voit les maquettes, on a des mots, on a des explications par le designer. Et au lieu d'être dans quelque chose d'hyper aseptisé, un petit peu comme quand vous avez des présentations Microsoft, Samsung ou Apple, bien évidemment, qui sont très connus avec leur keynote, où on est sur des marques où finalement c'est très idéalisé, c'est très fantasmé, c'est-à-dire on te parle, t'as l'impression de vivre dans le monde des bisounours quand tu vois les keynotes d'Apple. C'est vraiment un truc, tu te dis tout est beau là-bas, tout est magnifique, ça perd même un peu d'humanité. C'est tellement parfait que j'en avais déjà parlé dans un épisode précédent, que on perd ce lien, c'est-à-dire cette identification à la marque. Et alors qu'on sait très bien que quand on fait, alors vous le savez, vous le savez peut-être pas, mais quand on développe un projet, un produit, étant moi designer professionnel, il y a souvent des complications, des solutions à trouver, des difficultés, des départements, quand on est dans une entreprise, différents départements qui sont en conflit, donc faire des compromis. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit jamais dans le produit fini. Et avec Nothing et cette chaîne YouTube, ce qui est passionnant, c'est qu'ils nous parlent vraiment de tout ce qu'ils font. On est directement avec eux. Et notamment cette vidéo qui est sortie, je vous le dis, elle a déjà 600 000 vues. C'est énorme, elle est sortie hier. Et justement, donc à gauche, c'est le patron, le CEO, le fondateur de Nothing, qui nous parle en fait d'un produit qui n'a jamais vu le jour, d'un échec qu'ils ont essuyé finalement, parce que on ne connaît que les produits qu'ils ont développés, mais là, en l'occurrence, vraiment un produit sur lequel ils ont eu des difficultés techniques. Alors c'est ça aussi qui est passionnant, c'est parce que comme c'est le fondateur, c'est pas le designer qui nous explique les difficultés qu'il a eues. C'est pas les mecs de la stratégie qui nous parlent aussi des difficultés qu'ils ont eues. C'est pas individualisé, c'est vraiment le fondateur, donc il nous parle de tout. Il nous parle sur le plan du design, les difficultés qu'ils ont eues. Il nous parle sur le plan technique, sur le plan de la fabrication, sur le plan de la stratégie. Il nous parle un petit peu de tout ça. Et c'est très... c'est vraiment très surprenant et c'est très rare. C'est tellement rare que quand on est passionné par l'objet, le produit, quand on est passionné par ce genre de choses, être en relation directe avec le fondateur qui vous explique un petit peu comme je suis en train de faire en discutant ensemble les difficultés qu'ils ont traversées pour développer leur produit, c'est fascinant et on en apprend énormément. Alors qu'est-ce que c'est ce produit ? C'est une espèce de banque de recharge. Comme il en existe beaucoup, qui sont souvent totalement noirs et totalement opaques. Celui-là garde le langage esthétique que je trouve très beau et en tout cas qui peut être difficile à travailler, mais eux l'ont très bien fait. De la transparence, hein. D'ailleurs ça ressemble un petit peu à un lecteur cassette, moi ça me fait penser ça. Alors petit clin d'œil à ceux qui sont nés dans les années 80, mais... et qui ont vécu le lecteur cassette, ça ressemble un petit peu à ça. Donc moi, il y a un côté affectif, je pense, qui est volontaire hein, dans le design de l'objet. Mais on n'est pas sur un objet complètement opaque, noir, comme on a ces banques de recharge mobiles. Là, on est sur quelque chose qui est différent. Il y a de la transparence. C'est intéressant, c'est beau. Et ce qui est bien, c'est que voilà, avec cette banque de recharge, non seulement on peut la brancher directement sur le secteur, ce qui est plutôt rare, puisque les autres banques de recharge, vous le savez, il faut un câble USB pour le brancher sur un chargeur. Vous avez votre chargeur de téléphone par défaut, ce qui va servir à charger votre téléphone, mais il va aussi servir à charger votre banque de recharge, finalement. Alors, ce qui est plutôt bizarre, alors que là, on le branche directement sur le secteur, on charge notre banque, et puis après... on peut l'utiliser pour charger son ordinateur portable, charger ses écouteurs, charger son téléphone. Donc, un objet polyvalent, simple, intéressant. Et puis, ils sont allés assez loin dans le développement parce qu'on était quasiment... là, on est sur une maquette de forme, d'aspect et d'usage. On n'est pas loin du prototype. Ça se trouve, cet objet qu'on a devant nous est même peut-être un prototype. Donc, on était à rien du lancement officiel.
Ils se sont rétractés vraiment à la fin. Hein. C'est pas une étude qu'ils ont fait, puis ils se sont dit ah non, ça fonctionne pas. Vas-y, on va pas mettre toutes les ressources et les financements nécessaires pour développer le produit. Ils sont allés assez loin. Donc avouer un échec quand tu as un produit qui est quasiment terminé comme ça, c'est quand même assez, c'est très intéressant. Alors de quoi il parle dans cette vidéo finalement? Il dit, je vous conseille d'aller la voir. Je vais la résumer très rapidement pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller la regarder. C'est qu'en fait ils se sont retrouvés à côté de plusieurs difficultés. La première difficulté c'était technique. C'est qu'en fait, en rechargeant directement sur le secteur, il y a une augmentation de la température. Si en plus de ça, on recharge tous les appareils, téléphones, écouteurs et ordinateurs, on monte à des températures qui sont assez élevées et donc ça crée des problèmes de stabilité et donc de sécurité pour l'utilisateur. Donc c'était plutôt compliqué à résoudre et pour avoir un objet de cette taille-là qui permet autant de choses. Ce qui est plutôt surprenant parce qu'on parle d'une banque de recharge, hein, c'est pas énorme, hein, je te parle pas d'un ordinateur ou d'un téléphone avec un écran, une connexion GSM, 3G, 4G, etc., les optiques photo et tout, là on parle juste, ça permet de recharger, mais comme quoi, même dans un petit objet qui paraît pas si compliqué que ça, ben finalement c'est quand même relativement difficile de le développer, ça demande beaucoup de choses. Donc ça c'était la première chose sur le plan technique. Et puis après, sur le plan du design, ils ont eu un problème, c'est que pour intégrer tous ces éléments, donc la batterie, les résistances, les différents modules pour charger les différents appareils mobiles, pour intégrer tout ça dans un objet le plus réduit possible, ben, on augmentait le poids. Donc on avait des problèmes de chaleur, mais on augmentait aussi le poids. Et le souci, c'est que s'ils voulaient garder cette transparence, il fallait travailler sur ce plastique qui doit être certainement un ABS ou peut-être un... Oui, je pense que c'est de l'ABS, hein, très simplement. Et je sais pas. Mais à voir, hein, je me suis pas penché dessus, mais je pense que c'est ça. Mais le problème, c'est qu'avec le poids, lorsque cet objet tombe, il avait complètement tendance à éclater ce plastique transparent. Ce qu'ils arrivent à maîtriser parfaitement sur leur téléphone, puisque le téléphone est plutôt léger, donc l'impact à une certaine hauteur est réduit parce que l'inertie de l'objet est relativement faible. Donc, par conséquent, la transparence, ce matériau qui permet de cette transparence, donc je pense que c'est du verre dans le cas du téléphone, résiste au choc. Alors que là, pas du tout. L'objet est trop lourd, donc même s'il tombait pas de très haut, ben, il avait tendance à se briser complètement. Et c'est très intéressant de voir un petit peu toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et ce qui est passionnant dans cette vidéo, c'est qu'ils expliquent vraiment, il explique vraiment toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées et le fait que petit à petit, en voulant essayer de régler les problèmes, eh bien, il réglait un problème, il découvrait un nouveau problème, et qu'au final, il rentrait dans une espèce de boucle complexe dans laquelle il n'arrivait pas à sortir, et chaque problème résolu engendrait un nouveau problème. Donc, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. De toute façon, je la mettrai en lien dans la description et à la fin de cet épisode. Et puis après, on va parler donc aussi d'une autre histoire, mais qui est similaire, parce que c'est comme je vous dis, c'est tellement rare d'avoir une marque qui vous parle de ses échecs que généralement les sites web, les articles en parlent, et ça nous permet d'apprendre énormément de choses à la fois sur les difficultés qui ont été rencontrées, mais aussi sur les choix qu'ils ont décidé de faire et pourquoi ils ont fait ce choix. Alors là, je vous montre un article, on en a parlé dans un épisode de Mes Bricolos, je ne sais plus lequel, un article qui a été publié le 25 juin 2021. Donc ça remonte, hein, c'était pas hier, c'était il y a 2 ans, il y a plus de 2 ans. Et donc là, dans cet article, il nous disait, ça y est, responsabilité écologique de Lego. Lego utilise beaucoup d'ABS, ils utilisent beaucoup de plastique, ça reste un jouet. Donc, il y avait toute une stratégie marketing qui était développée dans la volonté de récupérer les bouteilles de plastique en PET, de recycler ces bouteilles-là, de les remettre en granulés, de les recycler en granulés pour après en faire des briques. Des briques qui sont réutilisées dans des Lego. Donc c'était l'idée d'essayer de fermer la boucle et d'essayer d'avoir un cycle de recyclage complet entre de la matière jetée, recyclée, transformée et utilisée dans les Lego. Ce qui est très intéressant dans le cas de Lego, parce que Lego, ça n'est que du plastoc, les gars. Hein, c'est que du plastoc. Alors moi, quand j'étais gamin, hein, étant...
tu sais, quand tu es créatif et que tu as envie de faire des trucs, ben, quand tu as envie de faire des bricolos, ben, quand tu es gamin, tu prends des Lego et tu commences à inventer des choses et à imaginer des choses. Et encore aujourd'hui, j'ai quelques Lego et quand je trouve que Lego sort des objets intéressants, j'ai du mal à résister. Alors vous imaginez, à 43 ans, acheter des Lego, mais je suis sûr qu'il y en a certains qui se reconnaissent en moi avec ça parce que c'est un jeu qui permet de développer sa créativité. Donc quand j'ai vu qu'ils allaient utiliser de la matière plastique recyclée, je me suis dit c'est intéressant. Et là, badaboum, ce qui est aussi très rare, même image, même site internet d'Isine nous dit 2 ans après, le 26 septembre 2023, que Lego euh, arrête, met de côté, met à la poubelle l'envie de recycler des bouteilles pour produire de nouvelles briques de Lego. Et alors là, ils expliquent, et c'est ça où moi je trouve que c'est très intéressant, c'est là où j'encourage et c'est là où je trouve que Lego est très intelligent dans ce choix-là, parce que plutôt que de tomber et se vautrer dans le tout écologique, quitte à raconter des histoires en fait, parce que quand on fait du design, on connaît aussi les matériaux, les technicités de transformation, toute la technique qui permet de transformer les matériaux. Et des fois, les gens vous disent oui, je suis sur une résine écologique, alors que tout le monde sait très bien que la résine n'est pas écologique. Donc, si vous voulez, il y a tout un langage qui permet d'aller dans le sens de la communication et du marketing, et en fait, finalement, qui, c'est du maquillage, c'est pas réel. Et quand on a une marque comme Lego qui doit avoir une pression écologique importante et qui, dans un communiqué de presse, te dit, ben, en fait, on ne va pas recycler les Lego à partir de PET, tu te dis, c'est une prise de risque énorme. Alors, ils expliquent pourquoi. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'ils te disent tout simplement parce qu'on a fait les calculs et on s'est rendu compte que on consommait beaucoup plus d'énergie et on polluait beaucoup plus en essayant de récupérer le PET pour le transformer et le mettre en briques de Lego que de continuer à produire des Lego en ABS. Et c'est pas de la mauvaise foi, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est là où je peux vous l'expliquer. Parce que là, pour le coup, on connaît toutes ces étapes de transformation. La problématique du Lego, c'est qu'on a une marge de manœuvre qui est très réduite. C'est-à-dire pour que les briques puissent être compatibles, s'empiler facilement, que le jouet puisse être, parce que ça reste un jouet, mais que la brique en elle-même puisse être utilisée même plusieurs années après, on doit avoir une homogénéité structurelle, mais absolument parfaite. Pour réaliser une brique de cette taille-là, compatible, qui s'encastre parfaitement, qui permet d'avoir un bon maintien, qu'on peut détacher facilement, et plusieurs années après, on peut reproduire exactement la même chose et on peut se resservir du Lego et on aura la même facilité à utiliser le Lego, ça demande des caractéristiques structurelles incroyables. L'ingéniosité pour développer ces briques-là est ahurissante. Alors, il y a plein de vidéos qui expliquent ça. Je ne vais pas vous l'expliquer. On est sur des moules d'injection de haute précision. Ce sont des presses qui sont vraiment très particulières pour arriver à atteindre ça. Alors, t'imagines qu'avec du PET, qui est un plastique un peu cassant, qui n'a pas les mêmes caractéristiques techniques que l'ABS, on s'en approche. Hein, ce sont des thermoplastiques, hein, donc on est dans la même famille de produits. Mais je veux dire par là, elles n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques. Et ils ont essayé, et je suis sûr qu'ils se sont rendus compte que pour faire un moule d'injection permettant d'injecter et de réaliser des briques Lego de cette taille-là, tout en garantissant la qualité Lego, ils n'y arrivaient pas. Ils étaient obligés de développer des machines peut-être très complexes qui consomment beaucoup d'énergie. Donc, c'est là où je trouve que c'est très intéressant et encore dans cette volonté d'authenticité, c'est pour ça que je fais cette comparaison avec Nothing. Je trouve ça très intéressant que Lego aussi admette ça et dise en fait finalement ce serait contre-productif et si on veut vraiment avoir une logique responsable, ce n'est pas comme ça qu'on doit procéder. Donc ils se remettent en question, ils mettent tout à plat et évidemment ce n'est pas la fin parce qu'ils expliquent qu'ils vont explorer de nouveaux champs justement de récupération, dont notamment travailler avec les bioplastiques, c'est ce qu'on utilise, hein, c'est du PLA, c'est ce qu'on utilise par exemple dans les impressions 3D, donc des bioplastiques, peut-être utiliser différents types de matériaux recyclés avec différents types de chimie qui permettraient de pouvoir recycler, de pouvoir être dans un cycle de recyclage
tout en garantissant la qualité du produit fini. Donc ils continuent toujours à développer cette logique-là. Ils sont toujours dans la volonté d'intégrer des matériaux recyclés dans leur logique de production, ce qui est très intéressant. Mais aussi, ils expliquent un petit peu que le recyclage, c'est un peu la problématique avec les voitures électriques aujourd'hui. On se rend compte que le tout électrique n'est pas une solution et que ça pose de gros problèmes écologique. Et que donc à ce moment-là, il faut être responsable, mais être responsable, c'est savoir faire les bons choix. Donc bravo Lego, hein, honnêtement, pour faire ce communiqué de presse et risquer par honnêteté et sincérité pour avoir une vraie logique écologique d'expliquer ça. Et après, je pense par contre que Lego peut être plus responsable dans sa production et sortir peut-être, parce que là, ils ont une production énorme de jeux et peut-être, je sais pas, il y a peut-être une autre façon aussi, peut-être dans la production et dans la mise en vente de leurs produits Lego, peut-être qu'il y a une autre façon d'envisager l'aspect écologique. C'est pas uniquement dans le recyclage. Enfin, en tout cas, ça pose cette question-là. Évidemment, j'ai pas de réponse. Hein. C'est moi, je vous soulève tout ça et puis après, on en discute ensemble. Donc, on se retrouve dans les commentaires pour en parler. Mais je trouve que c'est très intéressant de la part de Lego de faire ce travail-là et d'arriver avec cette réflexion de fond. Donc, vous avez vu un petit peu, voilà, c'était tellement intéressant là, ces actualités que je trouve ça passionnant et que je voulais vraiment en parler avec vous. On a parlé de la matière dans différents épisodes de Mes Bricolos, de toute cette logique de recyclage, de toute cette communication, ce brouhaha autour du climat, de la problématique du climat, de l'impact de l'industrie sur le climat. On en a parlé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, se retrouver avec des marques qui vous parlent comme ça et qui vous expliquent ça, bah, c'est passionnant. Et ça montre autre chose. Il y a peut-être une conscience maintenant qui est en train de développer. Et on arrête de nous prendre pour des truffes, en fait, tout simplement. Et on ne cherche pas à nous raconter des histoires. Voilà. Donc c'est bien pour Lego et puis c'est bien pour Nothing de nous parler aussi de... Et c'est vraiment en opposition avec Apple qui, eux, sont complètement déconnectés. Je vous dis, on a l'impression que c'est même plus des humains tellement que c'est hyper aseptisé. Voilà les amis. Bon, j'espère que cet épisode de Mes Bricolos vous a plu. Vous avez vu, j'ai fait des petits ajustements. J'essaye d'avoir des introductions pour vous dire exactement les sujets sur lesquels on va parler dans cet épisode, enfin dans l'épisode abordé. C'est aussi l'envie de voir un petit peu comment je peux optimiser tout ça. Donc n'hésitez pas aussi à donner votre avis sur l'épisode, sur comment je peux améliorer tout ça. Moi, je suis toujours très ouvert à tout ça. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Allez, pslema à tous, bye.